Dans un coin reculé de la campagne française, au bord d'un chemin de terre bordé d'arbres centenaires, se trouvait la maison des Moreau. C'était une bâtisse ancienne aux murs de pierre et aux volets bleus écaillés par le temps. Autrefois, elle appartenait aux grands-parents de Paul Moreau, et depuis qu'il y avait emménagé avec sa femme Éléonore, elle était devenue le centre d'une vie animée et débordante d'amour. 10 enfants y couraient du matin au soir, emplissant les pièces d'éclats de rire, de disputes bruyantes et de jeux interminables. Il y avait Louis, l'aîné de 16 ans, protecteur et sérieux, Camille, 14 ans, la rêveuse passionnée de lecture, Jules, 12 ans, toujours en train de bricoler, Sarah, 10 ans, espiègle et pleine de vie, Théo, 8 ans, curieux de tout, Lucie, 6 ans, avec son sourire malicieux, Mathis, 5 ans, qui courait partout, Emma, 3 ans, accro à sa poupée, et enfin les jumeaux Noah et Léo, à peine 18 mois, toujours blottis contre leur mère. Malgré leurs modestes revenus, Éléonore et Paul faisaient tout pour que leurs enfants ne manquent de rien. Paul travaillait dur comme charpentier, souvent de l'aube au crépuscule, et Éléonore, ancienne institutrice, avait choisi de rester à la maison pour s'occuper de leur tribu. Leur routine était organisée avec une précision militaire. Chaque matin, Paul se levait avant tout le monde pour allumer le feu dans le vieux poêle en fonte. Pendant ce temps, Éléonore préparait le petit déjeuner, des tartines de confiture maison et du lait chaud pour les plus jeunes, du café pour les grands. « Louis, occupe-toi des jumeaux pendant que je coiffe Lucie », lançait-elle en nouant un tablier autour de sa taille. « Oui, maman », répondait-il en attrapant Noah avant qu'il ne s'échappe sous la table. Le soir, ils dînaient tous ensemble autour de la grande table en bois que Paul avait fabriquée lui-même. Le repas était toujours bruyant, entre les discussions, les chamailleries et les rires. Pour les Moreau, cette vie était parfaite, même si elle était éreintante. Mais dans le village, tout le monde ne voyait pas leur bonheur du même œil. Dès que la famille Moreau passait dans les ruelles du village, les regards se tournaient vers eux. 10 enfants. Mais ils sont fous. Ils vivent comment avec autant de bouches à nourrir? Au marché, Éléonore sentait les commères la détailler du regard chaque fois qu'elle achetait du pain ou du lait en grande quantité. Regarde-la, toujours en train de tout prendre, et après on se demande pourquoi les prix augmentent, lançait une vieille femme, les bras croisés. Elle serrait les dents et tentait de les ignorer. Mais les remarques ne faisaient que s'intensifier. Un jour, alors qu'elle accompagnait ses enfants à l'école, une mère d'élève s'approcha d'elle avec un sourire faussement aimable. « Éléonore, tu ne penses pas que 10 enfants, c'est un peu excessif. »« Pourquoi ? Ça dérange qui ?» répondit Éléonore avec un calme apparent. « Disons que, on se demande comment vous faites, financièrement. Vous touchez des aides, non ? » Éléonore sentit son sang bouillir. « Nous travaillons dur, comme tout le monde. Nous n'avons pas de dette et nous n'avons jamais demandé un centime à personne. » La femme haussa les épaules et s'éloigna en secouant la tête. Quelques semaines plus tard, tout bascula. Un matin glacial de novembre, 3 personnes en costume sombre frappèrent à la porte des Moreau. « Madame Moreau. »« Oui. Nous sommes des travailleurs sociaux mandatés par le département. Nous avons reçu un signalement concernant vos conditions de vie. » Éléonore sentit son cœur se serrer. Un signalement? Qui? Pourquoi? Nous devons vérifier que vos enfants grandissent dans un environnement approprié. Ils entrèrent sans attendre d'y être invités. L'un d'eux sortit un carnet et commença à noter chaque détail. Combien d'enfants dormez-vous par chambre? Nous avons 4 chambres. Les garçons partagent une chambre, les filles une autre. Les jumeaux dorment avec nous. Cela fait beaucoup d'enfants dans un espace réduit. Il ne manque de rien, protesta Éléonore. Les travailleurs sociaux inspectèrent la maison, posèrent des questions aux enfants. Louis, l'aîné, répondit calmement. On est bien ici. Mes parents font tout pour nous. Mais les agents semblaient déjà avoir leur propre idée en tête. Avant de partir, l'un d'eux déclara: « Nous devons rédiger un rapport. Nous vous recontacterons bientôt. » Paul serra les poings en voyant leur voiture disparaître au bout du chemin.
C'est quoi, ça? Depuis quand on n'a plus le droit d'avoir une grande famille? Éléonore le regarda avec inquiétude. J'ai un mauvais pressentiment, Paul. Une semaine plus tard, un courrier officiel arriva. Après enquête, il a été établi que le foyer Moreau ne remplit pas les conditions adéquates pour assurer le bien-être de tous les enfants. Nous avons donc décidé d'un placement temporaire des plus jeunes en famille d'accueil. Le papier tomba des mains d'Éléonore. Non, non. Paul se leva d'un bond. Ils ne peuvent pas nous faire ça. Mais ils le pouvaient. 2 jours plus tard, des voitures officielles s'arrêtèrent devant la maison. Non, s'il vous plaît. Ne nous enlevez pas nos enfants, cria Éléonore, à genoux devant eux. Les enfants pleuraient, agrippant leur mère, hurlant. Papa, maman, nous voulons rester. Mais les travailleurs sociaux les emportèrent de force. Éléonore s'effondra en larmes sur le seuil de leur maison vide, Paul à ses côtés, le regard perdu dans le vide. On va se battre, Éléonore, murmura-t-il d'une voix brisée. Quand les voitures quittèrent enfin la cour des Moreau, le silence retomba sur la maison. Il était lourd, pesant, déchirant. Éléonore, effondrée sur le plancher de l'entrée, regardait le vide. Ses bras tremblaient encore, comme s'il gardait en mémoire la chaleur des corps de ses enfants qu'on venait de lui arracher. Paul, debout à côté d'elle, fixait la porte grande ouverte, son poing serré au point que ses jointures en devenaient blanches. Le berceau des jumeaux était toujours là, vide, oscillant doucement sous la brise qui s'engouffrait par la fenêtre. Ils sont partis, souffla Éléonore d'une voix brisée. Paul ne répondit pas. Son regard était figé sur les petites chaussures d'Emma oubliées dans l'entrée. Le lendemain, au lever du jour, Paul et Éléonore se rendirent en mairie. Ils demandèrent un rendez-vous avec l'assistante sociale responsable du dossier, mais on leur répondit qu'il fallait patienter. Vous pouvez déposer un recours officiel, mais cela peut prendre plusieurs mois avant qu'une audience soit fixée. Des mois. Mais ce sont nos enfants. Vous nous les avez enlevés sans raison valable, s'écria Éléonore. L'employé baissa les yeux et murmura. Nous suivons juste les procédures. Paul sentit la rage monter en lui, mais il se força à respirer. Il savait qu'il ne gagnerait rien à crier. Très bien. Nous allons nous battre. Le couple contacta alors un avocat spécialisé en droit familial. Maître de la cour, un homme d'une 50aine d'années aux lunettes fines, les écouta attentivement. Vous êtes dans une situation délicate, car le rapport des services sociaux indique que votre foyer est surpeuplé, ce qui peut être interprété comme un environnement instable. Mais nous ne sommes pas instables. Nous avons toujours pris soin de nos enfants, protesta Paul. Je le crois, mais la justice se base sur des critères stricts. Il faudra prouver que vos conditions de vie ne nuisent pas au bien-être de vos enfants. Un frisson parcourut Éléonore. Nos enfants sont déjà en souffrance. Ils ne dorment pas ailleurs que dans leur lit. Ils ont besoin de nous. L'avocat hocha la tête. Nous allons demander un réexamen rapide du dossier. En attendant, je vous conseille d'éviter tout contact avec les médias. Mais il était déjà trop tard.